1858. La chaleur écrasait la Martinique, et dans la grande maison du colonel Armand Delorme, on préparait un festin que personne n'oserait oublier. Des chandeliers allumés à midi, des tables couvertes de sucre blanc, et, sur les murs, des portraits d'ancêtres en uniforme. Le domaine brillait comme une offrande au ciel, mais derrière le faste, les esclaves murmuraient, car ce jour-là, le maître célébrait un mariage, ou plutôt 3. Ces 3 filles, Édith, Soline et Marie-Louise, devaient chacune épouser un homme choisi par lui-même. Des hommes qu'il possédait déjà. Les invités blancs venaient de toute la côte, curieux de ce scandale dont on chuchotait le nom. On disait que le colonel avait perdu la raison, qu'il voulait mélanger le sang pour purifier la honte de la race. Mais personne n'osait le contredire, car Armand Delorme n'était pas un homme qu'on affrontait. Il commandait d'un mot et tuait d'un regard. Et le soir tombait. Les esclaves dressèrent des tables, tandis qu'un orchestre de cordes répétait un air de valse. Dans l'aile droite, les 3 filles s'habillaient en silence. Elles savaient que ce n'était pas un mariage, mais un verdict. Édith, l'aînée, avait tenté de fuir 3 fois. Chaque fois, elle avait été ramenée à moitié morte. Soline, la plus jeune, ne pleurait plus depuis longtemps. Et Marie-Louise, la cadette, répétait sans cesse une seule phrase. « S'il nous lie par le sang, il périra par lui. » Elles n'avaient pas choisi leurs époux. Le colonel les avait désignés lui-même, 3 hommes forts, disciplinés, nés sur ses terres et baptisés de ses propres noms, car c'était là son orgueil, mon sang, mon œuvre, mon empire. À la tombée de la nuit, les cloches sonnèrent. Les 3 couples avancèrent vers l'autel dressé dans la cour. Les invités applaudissaient, les musiciens jouaient et au centre, le colonel, droit, superbe, regardait la scène avec la fierté d'un roi. Mais dans l'air flottait une odeur étrange, celle du sucre brûlé et de la cendre. Le prêtre hésita, sa voix tremblait. Il regarda le colonel, puis les couples. « Ces unions sont-elles voulues » demanda-t-il. Silence. Un silence si lourd que même les grillons cessèrent de chanter. Le colonel fit un signe. Les fusils des gardes se levèrent. Alors les mariés répondirent d'une même voix. « Oui !» Le prêtre ferma les yeux et murmura la bénédiction. Mais quand il prononça les mots « que le sang ne se divise plus », le vent souffla violemment, éteignant les chandelles d'un seul coup. Les invités crièrent, et au milieu de l'obscurité, on entendit un rire de femme. Si tu entends déjà l'écho de ce rire à travers le temps, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car ce que tu vas entendre n'est pas une légende, c'est la nuit où la famille Delorme a vendu son âme. Quand la lumière revint, le colonel souriait, comme si rien ne s'était passé. Mais sur la nappe blanche, une goutte de sang avait coulé. Elle venait du doigt de Marie-Louise, coupée par la bague qu'on lui avait forcé à porter. Le sang tomba sur la nappe, puis sur le sucre, et laissa une trace sombre, comme une signature. Le colonel leva son verre. « À mes filles, à la pureté retrouvée, à la fin de la honte. » Les invités trinquèrent en silence, mais personne ne but, car à ce moment précis, le vent se leva de nouveau, et la mer au loin se mit à gronder. Cette nuit-là, la fête dura jusqu'à l'aube, mais aucun des convives n'oublierait ce qu'ils virent au petit matin. Le colonel, ivre, marchant seul entre les tables renversées, les mains couvertes de sang, et derrière lui, 3 silhouettes de femmes fixant la mer sans un mot. Et sur la plage, le sable portait déjà une phrase tracée au doigt. Ce que le père a uni, les filles le briseront. Le lendemain du mariage, le soleil s'était levé rouge comme une plaie. La plantation entière semblait suspendue entre 2 mondes, le faste et la malédiction. Les invités avaient fui avant l'aube, prétextant la fatigue, mais surtout la peur. Car tous avaient vu ce que personne n'osait nommer, le sang sur la nappe, le vent qui avait soufflé sans orage, et les yeux des filles du colonel, vides, glacés, presque transparents. Dans la maison, les rideaux restaient fermés. Le colonel dormait encore, ivre de son propre triomphe. Mais dans l'aile ouest, les 3 sœurs étaient déjà éveillées.
Assises en cercle, vêtues de leurs robes de noces froissées, elles ne parlaient pas. Elles se regardaient seulement, comme si leurs pensées s'étaient liées pendant la nuit. La première à rompre le silence fut Marie-Louise, la plus jeune. Sa voix était calme, mais chaque mot sonnait comme un couteau. Il croit avoir mélangé le sang, mais le nôtre n'est pas le sien. « Que veux-tu dire ?» demanda Soline. « Qu'il ne nous possède plus. Pas depuis hier. » Elle sortit de sa poche un petit ruban imbibé de sang séché. « J'ai trempé ce tissu dans ma blessure. Ce n'est plus un anneau de mariage. C'est un serment. » Les deux autres la fixaient, troublés. Édith, l'aînée, murmura « Et que jurerions-nous, Marie? De ne jamais donner naissance à un enfant de son empire. Et si la mort nous y force? Alors, la mort sera notre témoin. » Elles joignirent les mains. 3 doigts coupés par des bagues trop serrées, 3 lignes de sang qui se mêlèrent dans la poussière du sol. Ainsi naquit le pacte des filles de l'Orme. Le soir, les 3 époux furent ramenés dans leur chambre. Ils n'osèrent parler. Leurs regards, lourds de honte et de peur, évitaient ceux de leur maîtresse. Mais dans le silence, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance muette. Car ces hommes, eux aussi, étaient le prisonnier. Marie-Louise s'approcha de celui qu'on lui avait donné. Samuel, grand, la peau sombre, le regard triste. Elle posa une main sur son torse et dit doucement « On t'a lié à moi, par la force. Mais moi, je choisis autrement. Si tu veux ta liberté, aide-moi à prendre la mienne. » Samuel ne répondit pas, mais ses yeux changèrent. Un éclat y passa, furtif, dangereux. Un feu encore contenu. La même nuit, Soline descendit à la sucrerie. Elle retrouva Bastien, son mari imposé, enchaîné au pilier. Elle lui donna la clé. « Va. » Il la regarda, hésita. « Et toi ? » ?»« Je reste. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que quelqu'un doit ouvrir les yeux de mon père. » Elle posa un baiser sur son front, et Bastien disparut dans les champs. Personne ne le revit avant longtemps. Pendant ce temps, Édith, la plus âgée, se rendit dans la salle du colonel. Il dormait, un revolver sur la table. Elle le prit, le braqua sur lui, puis le posa à nouveau. Elle ne voulait pas sa mort, pas encore. Elle voulait qu'il voie. Elle vida le baril du revolver et remplaça les balles par des grains de sucre. Puis elle murmura « Tu as voulu faire du sang un héritage. Tu goûteras maintenant à ta propre douceur maudite. Si tu ressens la force de ce serment, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car certaines histoires ne se transmettent pas par la parole, mais par le sang. » Au matin, le colonel se réveilla avec un goût étrange dans la bouche. Sur son bureau, les documents du mariage avaient disparu. Et dans son verre de rhum, quelqu'un avait laissé un grain de sucre rouge. Il le fit tourner entre ses doigts, perplexe. Puis il aperçut, sur le mur derrière lui, 3 ombres de femmes projetées par la lumière du jour. Il se retourna. Personne. Mais les ombres restèrent. Dans les jours qui suivirent, les Delorme cessèrent de paraître en public. Les champs se vidèrent. Les ouvriers murmuraient que les mariés parlaient à la terre. Et chaque nuit, des lueurs passaient derrière les fenêtres de la maison. Bleues, douces, vivantes. Certains disaient « Les filles ont fait un pacte ». D'autres « C'est le sang du père qui se venge ». Mais dans les collines, un chant montait, invisible, tissé de colère et de promesses. Le mois de juillet s'installa sur la Martinique avec une chaleur lourde, presque insupportable. Les champs de canne fumaient dès l'aube, et dans la maison de l'Orme, les servantes juraient entendre des chuchotements dans les murs. Le colonel, d'abord sceptique, sentit bientôt le malaise s'insinuer jusque dans son sommeil. Il faisait des rêves qu'il n'osait pas raconter, des femmes vêtues de blanc, les yeux fermés, marchant sur la mer sans s'y noyer, et au loin, la voix de ses filles murmurant son nom comme une malédiction. Le jour, il se forçait à garder contenance. Mais il sentait déjà le désordre s'installer dans son sang, des tremblements, des bouffées de chaleur, et cette odeur de sucre brûlé, toujours la même, comme si la maison entière respirait à travers lui. Un matin, la gouvernante entra, pâle comme la mort.
Monsieur, dit-elle, les jeunes maîtresses, eh bien, elles sont toutes malades. Le colonel bondit de sa chaise, il courut dans le couloir, ouvrit la première porte. Edith, sa fille aînée, gisait sur le lit, les draps trempés de sueur, le front couvert de marques rouges, comme des flammes dessinées sous la peau. Il voulut crier, mais la voix lui manqua. Il passa dans la chambre suivante. Soline, même spectacle. Une respiration sifflante, et sur le sol, un collier de perles éclatées, chaque perle tachée de sang. Dans la dernière chambre, Marie-Louise le fixait déjà. Ses yeux étaient clairs, presque lumineux. Elle souriait. « Tu te souviens de ce que tu as dit à l'hôtel ? Tais-toi, gronda-t-il, que le sang ne se divise plus. Assez. Eh bien, regarde, père. » Elle leva la main. Et sous sa peau, des lignes rouges serpentèrent, comme si le feu lui-même circulait dans ses veines. Le médecin de la colonie fut appelé. Il diagnostiqua une fièvre tropicale inconnue, mais rien ne calmait la douleur, ni les compresses, ni les prières, ni les coups de ceinture. Les filles hurlaient chaque nuit, leur corps secoué de spasmes, leurs yeux ouverts sur quelque chose que personne d'autre ne voyait. Une nuit, Edith se leva d'un bond et marcha jusqu'à la fenêtre. La lune baignait la plantation d'une lueur bleutée. Elle tendit la main vers le ciel, et ses doigts s'illuminèrent, comme s'ils prenaient feu sans brûler. Les servantes crièrent, mais elle, dans un souffle, murmura « Ce n'est pas la maladie, c'est l'héritage. » Le colonel, fou de rage, ordonna de les enfermer. 3 chambres verrouillées, 3 gardes armés. Mais chaque matin, les verrous étaient ouverts, les gardes introuvables, et sur les murs, des traces de cendres en forme de mains. À partir de ce jour, plus aucun ouvrier ne vint travailler. Les esclaves libérés fuyaient la propriété en murmurant « Les filles du feu sont revenues ». Dans la ville, la rumeur prit un autre visage. On disait que les Delorme avaient pactisé avec les anciens dieux et que le sang du colonel était devenu poison. Certains juraient que les récoltes séchaient au passage de son cheval, d'autres que les rivières refusaient de lui donner leur eau. Une nuit, le colonel tenta de fuir. Il chargea de l'or, des papiers, des armes, mais au moment de partir, il vit une silhouette sur le perron. Marie-Louise, debout, droite, vêtue de blanc, le visage paisible. « Tu ne partiras pas, père. Dégage de mon chemin. Tu as voulu unir le sang. Tu vas le boire maintenant. » Elle leva la main. Le vent souffla violemment, et toutes les lampes de la maison s'allumèrent d'un coup, leurs flammes bleues dansant comme des esprits. Le colonel recula, effrayé. Sa chemise se couvrit de taches rouges. Du sang? Non, des brûlures. La chaleur le consumait de l'intérieur. Il tomba à genoux, regardant ses 3 filles avancer vers lui, chacune portant une chandelle. « Tu voulais des mariages de chair, » dit Edith. « Tu as eu un mariage de feu. » Elles soufflèrent ensemble sur leurs chandelles, et tout s'éteignit. Si tu ressens, toi aussi, ce feu ancien sous ta peau, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car certaines lignées ne meurent pas. Elles brûlent encore dans la mémoire du monde. Au matin, les domestiques retrouvèrent la maison vide. Le sol était noirci, mais rien n'avait brûlé. Aucun corps, aucune trace. Seulement, au centre du salon, 3 chandelles encore chaudes et une inscription gravée au couteau dans la table. « Nous sommes les filles du feu, et notre père n'aura plus d'héritier. » La maison Delorme resta déserte pendant des semaines. Les oiseaux cessèrent de chanter autour du domaine, et les rares voyageurs qui s'y aventuraient racontaient avoir vu la nuit 3 lueurs bleues flotter au-dessus du toit. Les plus braves disaient « Ce sont les filles du feu, elles marchent encore. » La rumeur s'étendit à toute la Martinique. Dans les marchés, les vieilles femmes chuchotaient. Elles ont brûlé le sang du colonel et purifié la terre. On commença à laisser des offrandes devant la grille. Fleurs de canne, fioles de rhum, bracelets tressés. La peur avait changé de visage. Elle n'était plus dans la maison. Elle habitait désormais les consciences. Mais le monde ne s'arrêta pas de tourner. Les anciens esclaves, redevenus ouvriers, revenaient lentement vers les champs.
Un matin, un jeune homme trouva dans la sucrerie un carnet posé sur la table couverte de cendres. Les pages étaient vierges, sauf la première, où 3 mots étaient tracés. Le feu, écoute. Personne ne sut qui avait écrit cela. Mais dès ce jour, les gens commencèrent à raconter que 3 femmes, toutes vêtues de blanc, aidaient les blessés, nourrissaient les orphelins et soignaient ceux que la fièvre du sucre avait détruits. Elles ne parlaient jamais. Mais quand elles posaient la main sur un malade, le feu des lampes s'apaisait. On les appela les filles du feu. Leur présence devint une légende vivante. Elles apparaissaient au crépuscule, puis disparaissaient avant l'aube. Certaines femmes disaient avoir rêvé d'elles. Elles leur apprenaient à ne plus avoir peur, à ne plus baisser les yeux. D'autres racontaient que, lorsqu'elles priaient pour leurs enfants, les flammes de leurs bougies prenaient une teinte bleue. Le feu n'était plus symbole de malédiction. Il devenait langage. Un soir, dans le village de Saint-Esprit, une jeune esclave affranchie nommée Maya vit apparaître 3 silhouettes à la lisière du champ. Elles lui dirent sans parler « Le temps des pères est fini, le temps des témoins commence ». Elles lui remirent un pendentif, un petit cercle de fer avec 3 traits gravés. Et avant de disparaître, elles ajoutèrent « Quand tu verras la mer devenir rouge, rassemble les femmes, le feu te guidera. » La mer devint rouge 3 semaines plus tard. Pas de sang, pas d'orage, le ciel avait simplement changé de couleur. Et cette nuit-là, les femmes du village se rassemblèrent sans s'être donné rendez-vous. Elles marchèrent jusqu'à la montagne, chacune portant une lampe d'huile. Là, dans la clairière, elles retrouvèrent Maya, et derrière elle 3 femmes en blanc, les filles du feu. Elles ne parlèrent pas, mais le vent autour d'elles forma des mots, des promesses, des serments. Elles enseignèrent aux femmes un chant. Nous ne brûlons pas pour détruire, mais pour nous souvenir, le feu ne prend que ce qui ment. Elles chantèrent jusqu'à l'aube, et quand le soleil se leva, les filles avaient disparu. Si tu ressens la force de ces serments murmurés, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car certaines légendes ne s'écrivent pas avec de l'encre, mais avec la lumière. Les années passèrent. Le chant des filles du feu se transmit de mère en fille. Elles formaient désormais une confrérie invisible, cuisinières, lavandières, sages-femmes, guérisseuses, toutes unies par la même marque, 3 traits rouges tatoués sur l'intérieur du poignet. Leur pouvoir n'était pas la magie, c'était la mémoire. Quand un homme levait la main sur une femme, il se réveillait le lendemain avec une brûlure invisible sur la paume. Quand un maître battait un enfant, sa maison sentait la cendre pendant des semaines. Et quand une injustice restait impunie, le vent soufflait de la montagne, en hurlant comme une voix humaine. Les anciens disaient « Ce n'est pas le diable, c'est le feu qui se souvient ». Dans un carnet trouvé plus tard, une phrase écrite d'une main féminine résumait tout. Nous avons juré de protéger la terre, car nos pères l'ont nourrie de honte. L'année 1861. 3 ans après le banquet maudit des Delorme, la Martinique semblait apaisée. Les colons festoyaient de nouveau. Les plantations avaient repris vie, et la peur du feu s'était faite souvenir. Mais sous les rires, les vers de rhum et les valses de violon, les femmes chantaient toujours, en secret, à voix basse, leurs prières devenues promesses. Elles n'avaient plus besoin de parler du feu, elles le portaient dans le regard. Et ce regard, certains hommes commencèrent à ne plus le soutenir. Dans les grands salons de Saint-Pierre, le gouverneur préparait une fête pour célébrer la prospérité retrouvée. Tout le monde devait venir, les familles de planteurs, les officiers, les jeunes épouses. Même les anciennes servantes, devenues femmes libres, furent invitées pour montrer la réconciliation. Mais dans les cuisines, la rumeur circulait. Les filles du feu allaient frapper. Le soir du 18 décembre, la grande salle brillait de 1000 chandelles. Des rubans blancs pendaient du plafond et une odeur sucrée flottait dans l'air, le parfum du rhum chaud et du sucre brûlé. Les musiciens jouaient une valse légère, mais dans les yeux des servantes, il y avait autre chose, une attente muette.
Maya, désormais femme mûre, avait organisé cette soirée avec patience. Elle marchait parmi les invités, servant le vin avec un sourire calme. Autour d'elle, 12 femmes dispersées dans la foule portaient la même bague d'argent. C'était le signe. Elle s'était donné un nom, les femmes libres. À minuit, le gouverneur leva son verre. À la paix de nos terres. Les invités trinquèrent, mais sous les tables, les femmes se prirent la main. Le vent s'engouffra dans la salle, éteignant la moitié des chandelles. Maya fit un pas en avant. « Vous parlez de paix, dit-elle calmement, mais la paix ne vient pas des maîtres, elle vient de celles qui ont cessé d'obéir. » Le gouverneur rit. « Allons, ma chère, vous avez trop bu. » Mais à ce moment-là, les autres femmes se levèrent, une à une. Leurs regards brûlaient, et sur leurs poignets, les 3 marques rouges brillaient faiblement. Une odeur de cendre remplit la pièce. Le feu n'était pas visible, mais tout le monde le sentait. Les invités paniquèrent. Certains voulurent fuir, mais les portes étaient fermées. La musique s'arrêta, le sol vibra légèrement et un léger crépitement monta du plancher. Les chandelles s'allumèrent toutes à la fois, leurs flammes devenant bleues. Maya monta sur l'estrade. Sa voix résonna dans la salle. « Nous ne sommes pas venus pour brûler vos maisons. Nous sommes venus pour que vous entendiez nos morts. » Les flammes montèrent lentement le long des colonnes, sans détruire ni tissu ni bois. Elles dessinaient des visages, des silhouettes de femmes. Clémence, Édith, Soline, Marie-Louise, les filles du feu. Les hommes s'agenouillèrent, tremblants, priant, et le gouverneur lui-même perdit sa voix. Dans le silence, les femmes commencèrent à chanter le vieux cantique interdit. Que le feu éclaire, mais ne dévore plus. Que le sang se souvienne, mais ne saigne plus. Le chant résonna dans toute la ville. Dans les rues, les habitants sortirent, regardant la mer. Au loin, l'horizon brillait d'une lueur bleue. Pas de flammes, pas de fumée, seulement la lumière. Si tu ressens cette lumière qui respire dans la nuit, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car les flammes du silence n'ont jamais voulu punir. Elles ont voulu raconter. Au petit matin, la salle du gouverneur n'était ni brûlée ni détruite. Mais toutes les chandelles avaient fondu, et sur le sol, une inscription était apparue, gravée dans la cire. Le feu ne tue pas, il libère. Les femmes libres disparurent dans la foule. Certaines reprirent leur vie. D'autres partirent vers d'autres îles, portant dans leur bagage un peu de cendre et de sucre. Leur chant, lui, ne disparut jamais. Il traversa les océans, de la Martinique à la Guadeloupe, de Saint-Domingue à Gorée, jusqu'à Paris. Et partout où il passait, des femmes se mirent à rêver du feu bleu. Après la nuit des femmes libres, le silence tomba sur la Martinique comme un manteau lourd. Les journaux n'en parlèrent pas. Les colons jurèrent qu'il ne s'était rien passé. Mais le peuple, lui, savait. Et dans les villages, dans les marchés, une chanson nouvelle se mit à circuler. On l'appelait « le chant des cendres ». Il n'avait ni début ni fin. Chaque femme y ajoutait ses mots. Chaque voix y déposait une part de sa douleur. Le refrain, lui, ne changeait jamais. Nous ne sommes pas les flammes, nous sommes la mémoire qui brûle doucement. Des mois plus tard, dans le port de Fort-de-France, un navire venu de la Guadeloupe accosta. À son bord, une passagère mystérieuse, une femme noire au regard clair, vêtue d'un manteau trop chaud pour le climat des îles. Elle se fit appeler Sœur Agathe, mais son vrai nom, nul ne le connaissait. Elle se rendit directement dans la montagne. Les anciens dirent qu'elle cherchait les femmes du feu. Certains l'avaient vue s'agenouiller devant les ruines de la maison Delorme. D'autres juraient qu'elle avait dormi 3 nuits au milieu des champs brûlés sans que sa peau ne soit marquée. Puis un matin, elle revint au village et fonda une confrérie, les Gardiennes du Feu. Elles n'avaient ni église ni prière. Leur temple était le silence. Elles enseignaient aux femmes à écouter la terre, à lire les signes dans la cendre, à transformer la douleur en lumière. Elles disaient « Chaque injustice laisse une trace dans la poussière. C'est notre rôle de la lire avant qu'elle disparaisse. » Les gardiennes portaient un bijou étrange, un médaillon contenant une pincée de cendre mélangée à du sucre. Elles le gardaient toujours contre leur peau. Quand elles touchaient quelqu'un qu'elles aimaient, le médaillon se réchauffait. Quand elles touchaient quelqu'un qui mentait, il devenait glacé. Leur influence grandit vite.
En Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Domingue, des femmes commencèrent à écrire à la main le chant des cendres, à le réciter avant de donner naissance, à le murmurer aux morts. Mais les autorités coloniales virent d'un mauvais œil cette fraternité silencieuse. Les prêtres parlaient d'hérésie, les officiers de sédition. Ils brûlèrent les cahiers, arrêtèrent des femmes, torturèrent celles qui refusaient de parler. Pourtant, chaque fois qu'une gardienne mourait, une autre apparaissait. Et chaque fois qu'un cahier était détruit, le chant renaissait ailleurs, mot pour mot. Une nuit d'août 1863, une tempête s'abattit sur l'île. Les éclairs frappèrent la mer, et dans le tumulte, on aperçut sur la montagne des dizaines de flammes bleues. Les habitants crurent à un incendie, mais au matin tout était intact. Seules les pierres du vieux domaine brillaient encore, comme si elles avaient été polies par le feu. Et sur la plus grande d'entre elles, quelqu'un avait gravé « Le feu a changé de peau. Il parle maintenant à travers nous ». Les années passèrent, les colons partirent, le monde changeait, mais les gardiennes restaient. Elles se mêlaient aux guérisseuses, aux sages-femmes, aux mères, et leur symbole, 3 traits rouges en cercle, commença à apparaître discrètement sur les portes des maisons. C'était un signe de protection. On disait que là où ce signe brillait, aucun feu injuste ne pouvait prendre. Si tu ressens, toi aussi, que certaines blessures brûlent encore sous la peau du monde, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car tant que nous parlerons d'elle, le feu ne s'éteindra pas. En 1870, les premières photographies de la colonie furent prises. Sur l'une d'elles, aujourd'hui conservée à Paris, on distingue 3 femmes en robe blanche, le visage tourné vers la mer, et, entre leurs mains jointes, un éclat lumineux, comme une petite flamme bleue capturée par accident. Les experts disent que c'est un défaut de pellicule, mais les anciens, eux, sourient. Ce n'était pas un défaut, disent-ils, c'était le chant des cendres qui posait enfin pour la mémoire. Les années passèrent, puis les décennies. Le siècle tourna lentement, comme une roue fatiguée sur la terre de la Martinique. Les champs de canne changèrent de maître, les maisons se repeignirent, et la mémoire, peu à peu, se couvrit de poussière. Mais dans les collines, les gardiennes du feu n'avaient jamais disparu. Elles s'étaient fondues dans la vie quotidienne, parmi les infirmières, les lavandières, les institutrices. Elles n'avaient plus de temple, plus de champs publics, seulement un signe tracé à la craie sur la porte, 3 lignes rouges, un cercle et parfois un grain de sucre posé au centre. Ce signe suffisait. Il disait « Ici, la mémoire veille ». Mais en 1891, le vent tourna. Un nouvel évêque arriva à Fort-de-France, jeune, ambitieux, froid comme une lame. Il se faisait appeler Monseigneur Lavigne, et sa première mission était claire, purifier l'île des superstitions. Il fit brûler les tambours, interdire les chants créoles et prêcher la peur dans chaque paroisse. Son obsession, les femmes. Celles qui savaient trop, qui guérissaient sans bénédiction, qui priaient en silence. On les appelait les sorcières du sucre. Lavigne, lui, les nommait autrement, les servantes du feu infernal. Dans les villages, la chasse commença. Des dizaines de femmes furent arrêtées. On les obligeait à avouer leur foi, à trahir leur sœur. Mais aucune ne parla. Pas une seule. Elles gardèrent le silence, le même silence que leurs ancêtres avaient juré de protéger. Une nuit, 6 d'entre elles furent capturées. On les emmena dans l'ancienne sucrerie de l'Orme, la même où, des années plus tôt, les fils du feu avaient été vus pour la dernière fois. Elles comprirent que ce serait la fin. La plus âgée s'appelait Léonie, descendante de Maïa. Son regard était clair, et sa voix douce quand elle parla aux autres. Ce qu'ils veulent détruire n'existe pas dans les pierres. Il vit dans le souffle. Nous ne devons pas le défendre. Nous devons le cacher. Elles se mirent à genoux. Léonie prit une poignée de cendres de la cheminée, la mélangea à du sucre. Le feu reviendra quand les femmes auront de nouveau le droit de chanter sans peur. Puis elle traça le symbole sur le sol. 3 lignes, un cercle, et au centre, un grain de sucre rougi. Les autres répétèrent le geste. Les soldats qui les gardaient ne comprirent pas les murmures, ni la lumière bleue qui s'éleva un instant comme une respiration de la terre. Au matin,
La sucrerie brûla entièrement. On retrouva les murs fondus, les chaînes tordues, et au centre des ruines, 6 pierres noires parfaitement rondes. On dit que c'était leur cœur changé en pierre, mais aucun corps, aucune trace humaine. Seulement une odeur douce, mélange de rhum et de vanille. Lavigne déclara « Le diable a pris ses servantes », mais dans les villages on murmurait une autre phrase « Le feu est rentré dans la terre ». Durant les décennies qui suivirent, personne n'osa prononcer le nom des gardiennes. Leur symbole fut interdit, mais parfois, la nuit, un pêcheur voyait encore au large 3 flammes bleues danser sur l'eau calme. Les anciens savaient ce que cela voulait dire. Elles attendent. Et quand les jeunes demandaient « Attendre quoi ?» les vieilles femmes répondaient simplement que le monde se taise assez pour écouter à nouveau. Si tu ressens, toi aussi, ce souffle qui monte de la terre, abonne-toi à la chaîne et laisse un like, car le feu des femmes ne s'est jamais éteint. Il s'est seulement endormi sous nos pas. En 1921, un séisme secoua la Martinique. La montagne pelée gronda, et pendant quelques minutes, on vit une lumière bleue jaillir de ses flancs. Les scientifiques parlèrent de gaz, mais les femmes, elles, se mirent à chanter le chant des cendres, et ce soir-là, un vieil homme jura avoir vu, dans la lueur du volcan, 6 silhouettes de femmes, debout, mains jointes, tournées vers la mer. Elles semblaient sourire. L'année 1953. La Martinique portait encore les cicatrices du temps, les routes étroites, les plantations abandonnées et les collines silencieuses, où la terre semblait respirer à son propre rythme. On avait construit des maisons neuves, des écoles, des églises, mais sous la modernité, les racines de la mémoire bougeaient encore. C'est dans ce décor qu'arriva Claire Deslauriers, jeune archéologue française, envoyée par le musée colonial de Paris pour documenter les vestiges du XIXe siècle. Elle n'avait que 27 ans, curieuse, passionnée, un peu naïve. Pour elle, les légendes n'étaient que des rumeurs locales, des contes pour enfants. Elle ignorait que son nom, Deslauriers, était celui d'une vieille lignée de planteurs liés aux Delorme. Son travail l'amena jusqu'à une zone oubliée de Saint-Esprit où les paysans refusaient d'approcher après la tombée du jour. On y trouvait encore les ruines d'une ancienne sucrerie, effondrée sous les herbes et les racines. Les habitants l'appelaient la sucrerie des âmes. Ils disaient que la nuit, on pouvait y entendre le murmure des femmes qui chantaient. Claire, fascinée, décida d'y camper seule. Elle nota dans son journal « Les superstitions sont toujours plus intéressantes quand on ose y dormir ». La première nuit, tout fut calme. La deuxième, le vent se leva. Un vent chaud, parfumé de sucre et de sel. Puis, au milieu de la nuit, un bruit étrange, comme un battement sous la terre. Claire alluma sa lampe. Le sol vibrait faiblement, et, dans la poussière, elle vit apparaître 3 lignes, puis un cercle, le symbole des gardiennes. Elle pensa d'abord à une coïncidence, mais quand elle tenta de le toucher, la terre s'ouvrit légèrement, révélant une cavité. À l'intérieur, une boîte en fer, scellée de cire. Sur le couvercle, un mot gravé, « Mémoire ». Elle la sortit avec précaution, l'essuya et l'ouvrit. Dedans, 6 pierres noires parfaitement rondes et un petit carnet relié en cuir. L'écriture était fine, féminine, ancienne. Les premières lignes disaient « Quand la fille du nom oublié ouvrira cette boîte, la mémoire reprendra souffle. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle referma le carnet, le rangea dans son sac et décida de partir au matin. Mais à l'aube, le sol vibra de nouveau et la boîte, laissée à côté de la tente, s'ouvrit d'elle-même. Les 6 pierres commencèrent à luire d'une lueur bleue, douce, profonde, vivante. Le vent s'engouffra dans les ruines, soulevant la poussière comme une vague. Et dans ce tourbillon, Claire entendit des voix de femmes. Elles parlaient lentement dans une langue qu'elle ne connaissait pas, mais dont le sens lui traversa le cœur. « Tu portes notre nom. Mais tu ignores notre histoire. Ouvre les yeux, Claire Deslauriers. Le feu a dormi trop longtemps. » Elle tomba à genoux, submergée par un vertige brûlant.
Des images jaillirent dans son esprit. Le banquet des Delorme, les filles en robe blanche, les esclaves, les chaînes, le sang sur le sucre, puis la lumière bleue, immense, douce, infinie. Quand elle reprit conscience, le jour se levait. Le campement était intact, mais la boîte avait disparu. À la place, dans la terre, quelqu'un avait tracé une phrase avec la cendre. « Nous ne dormons plus ». Claire voulut fuir, mais en regardant sa main droite, elle vit que sa peau portait une marque. 3 lignes rouges, discrètes, brûlées sous la chair. Si tu crois toi aussi que la mémoire choisit ses messagers, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Car parfois, ce n'est pas nous qui cherchons l'histoire, c'est elle qui vient nous réclamer. De retour à Fort-de-France, Claire remit son rapport au gouverneur local. Mais elle ne parla pas des pierres, ni des voix, ni de la marque sur sa main. Elle savait qu'il ne la croirait pas. Elle écrivit seulement « Les ruines de la sucrerie de l'Orme contiennent encore des traces de chaleur, comme si le sol respirait. » Mais la nuit suivante, dans sa chambre d'hôtel, elle sentit une chaleur douce sous son oreiller. La boîte de fer était là, fermée, et sur le couvercle, le mot « mémoire » avait disparu. À sa place, une seule phrase. « À ton tour ».